Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je vous remercie de participer à cet événement qui s'inscrit dans les semaines de l'évolution professionnelle. C'était 2 semaines pour écouter des webinaires autour de votre évolution professionnelle, avoir des conseils, le tout organisé donc du 4 au 15 octobre par l'APEC, le réseau EVA, le groupement Évolution, BGE Guyane et Antea-RH Corse en association avec tous nos partenaires nationaux et régionaux. Aujourd'hui, la thématique, c'est «Je veux me former». Donc c'est une thématique importante qui est dense. Donc ce que je vous propose, c'est effectivement de dérouler le PowerPoint, le support et ensuite de répondre à vos questions. Donc n'hésitez pas à poser des questions dans le chat, éventuellement dans la partie questions. J'alternerai entre les 2 si jamais, je ne voilà, pour pouvoir répondre au mieux en fin de présentation. N'hésitez pas aussi à préciser si vous êtes un salarié en reconversion, avec un projet de création d'entreprise, peu importe, sur une question qui peut vous concerner plus personnellement, n'hésitez pas à faire des commentaires. Donc on démarre ce webinaire «Je veux me former» avec quelques consignes et quelques règles. Donc vous pouvez évidemment poser des questions via l'onglet «Questions». Je vous l'ai dit, je répondrai en fin de webinaire. Vous pouvez voter aussi pour les questions qui vous intéressent et les faire remonter en cliquant dessus. Donc cet événement s'organise, comme je l'ai dit, avec différents opérateurs du conseil en évolution professionnelle à destination des salariés du privé et des indépendants, et ceci en association avec l'ensemble des partenaires régionaux et nationaux, c'est-à-dire l'APEC, le réseau EVA, le groupement Évolution, BGE BGE Guyane, Axis pour la Martinique, Antea-RH pour la Corse et également moncep.org pour la Réunion. Cet événement est 100% digital, il est gratuit, accessible à tous et évidemment place, comme son nom l'indique, l'évolution professionnelle au cœur d'un programme de plus de 100 webinaires thématiques. Donc n'hésitez pas encore cette semaine à regarder les différentes thématiques. Donc moi, je suis Marlène Piléné, je suis chargée de partenariat CEP, donc conseil en évolution professionnelle en Île-de-France pour le groupement Évolution. Donc aujourd'hui, la thématique, c'est «Je veux me former». On va aborder tous les dispositifs, c'est-à-dire le compte personnel de formation, le, projet de transition professionnelle, la PROA, c'est-à-dire la promotion, reconversion par l'alternance, le dispositif démissionnaire, l'abondement de plan de développement des compétences, le programme régional de formation, l'aide individuelle à la formation également, le fonds d'assurance formation pour les travailleurs indépendants, le fonds national de l'emploi pour la formation et le dispositif Transco. Donc tous ces dispositifs permettent de se former, soit à titre individuel ou au vu de la situation de votre entreprise. Ces dispositifs peuvent également vous aider à monter en compétences, vous reconvertir, vous former pour monter votre activité, votre propre activité. Donc on va commencer par le compte personnel de formation, le CPF, dont vous avez tous dû entendre parler ces derniers mois. Donc le CPF en 2015, c'est un compte qui est alors directement rattaché au salarié qui peut consulter ses droits à la formation à tout moment en créant son compte sur le site www.moncompteformation.gouv.fr. À partir du 1er janvier 2019, ce compte est monétisé, c'est-à-dire que le salarié acquiert 500 euros par an, mais pas d'acquisition pendant les périodes de chômage. Ce compte suit le salarié du début de sa carrière jusqu'à sa retraite. Pour pouvoir financer une formation, vous devez attendre d'avoir 24 mois d'ancienneté, dont 12 mois dans l'entreprise actuelle. Il y a un site qui est entièrement dédié à mon compte formation, c'est moncompteformation.fr, et ça vous permet de rechercher une formation, soit avec un mot-clé, par lieu, et consulter la liste des formations en présentiel et en distanciel qui sont possibles. Il y a 14 000 formations sur tout le territoire français. Quel type de formation? Ce sont des formations qualifiantes, certifiantes, mais aussi du bilan de compétences et de la VAE, la valorisation des acquis de l'expérience. On va en parler un petit peu plus tard, on va détailler tout ça bien sûr. Donc ce compte, vous pouvez le suivre, grâce à ce compte, vous pouvez suivre votre formation soit hors du temps de travail ou sur votre temps de travail.
Si c'est sur le temps votre temps de travail, il faudra adresser à votre employeur une autorisation d'absence. C'est-à-dire que, vous avez pour une formation qui est inférieure à 6 mois, vous devez faire une demande d'autorisation d'absence par écrit 60 jours avant auprès de votre employeur. Pour une formation qui est supérieure à 6 mois, il faut faire une demande, pareil, à l'écrit, à votre employeur, 120 jours avant le début de la formation. Dans certains cas, des abondements supplémentaires peuvent être attribués. C'est-à-dire, par exemple, pour les salariés victimes d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle, elles ont une somme supplémentaire de 7 500 € qui peut permettre de participer à une formation pour le reclassement. De même, pour les travailleurs qui ont une reconnaissance de travailleurs handicapés. Eh bien, dans ce cas, le compte personnel de formation est abondé de 800 € par an et son plafond est de 8 000 €. Il y a un autre dispositif qui vous permet également de, fai d'accéder à une formation, c'est le projet de transition professionnelle qu'on appelle souvent le PTP. Donc on va voir qui est-ce qui peut en bénéficier, quelles sont les démarches mis à mettre en place et quelles sont les formations possibles. Vers quoi est-ce qu'il ouvre ce fameux PTP et surtout quelle est les formations possibles et la charge qui prend en charge le financement. Donc ce projet, il a été créé par la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, qui est promulguée le 5 septembre 2018. Le PTP remplace le congé individuel de formation, plus connu sous le nom de CIF, et ce depuis le 1er janvier 2019. Il permet, le PTP, de s'absenter de son poste afin de suivre une formation pour se qualifier, évoluer, se reconvertir. Il est aussi appelé CPF de transition. C'est ouvert sous condition et accordé sur demande à l'employeur. C'est un dispositif de financement de formation si on a envie de changer de métier ou de profession, par exemple. Ça permet de financer la formation certifiante en lien avec une reconversion. Durant une formation, ce PTP permet également de maintenir la rémunération afin de réussir au mieux son projet de transition après le montage d'un dossier auprès de Transition Pro, notamment Transition Pro de votre région, bien sûr. Qui peut bénéficier du projet de transition professionnelle? Le salarié en CDI, dans la mesure où il a 12 mois d'ancienneté dans la même entreprise, quelle que soit la nature des contrats de travail successifs, et il doit justifier de 24 mois en qualité de salarié au global. Pour le salarié en CDD, c'est 24 mois en qualité de salarié au cours des 5 dernières années, donc 4 mois en CDD au cours de la dernière année. Évidemment, pour le salarié en CDD, il faut toujours être en poste lors de la demande de PTP. La formation doit commencer au maximum 6 mois après la fin du contrat. Donc c'est possible, quand on est en CDD, d'entrer en formation après sa fin de contrat, maximum 6 mois plus tard. Dans le cas d'un intérimaire, 1 600 heures travaillées dans la branche, dont 600 dans l'entreprise de travail temporaire ou le groupe d'entreprises de travail temporaire sont nécessaires. L'ancienneté va alors s'apprécier sur une période de référence de 18 mois à la date de départ en formation. Il faut également faire une demande de financement à Transition Pro. Transition Pro, c'est l'ancien FONGECIF. Au plus tard, 4 mois après la fin du contrat de travail ou le contrat de mission. La formation doit débuter au plus tard 6 mois après la fin du contrat. Concernant les intermittents du spectacle, le secteur d'activité du spectacle vivant ou du spectacle enregistré, quand on travaille dans ce secteur-là, il faut justifier de 220 jours de travail ou cachés répartis sur les 2 à 5 dernières années. L'ancienneté s'apprécie à la date de départ en formation. On peut faire une demande de financement à Transition Pro au plus tard 4 mois après la fin du contrat de travail ou le contrat de mission. Et la formation doit débuter au plus tard 6 mois après la fin du contrat, comme en CDD. Quelles sont les démarches à mettre en place pour bénéficier d'un PTP? Pour élaborer ce projet de formation, il faut respecter un cadre bien précis. Déjà, il faut élaborer un projet de reconversion professionnelle. Il faut évidemment avoir une idée de son objectif, une idée très précise. Il faut ensuite retirer un dossier de demande de financement, adresser à l'employeur, si on est sous contrat, une demande écrite d'autorisation d'absence et réaliser au préalable un positionnement avec l'organisme de formation visé. Alors, comment ça se passe au niveau de la vie d'un dossier, une fois qu'on a fait son dossier?
Déjà, il y a un premier, le stade 0, c'est la construction du dossier et du projet, bien sûr. Ensuite, on dépose son dossier auprès de Transition Pro. Là, il y a un accusé de réception qui rejette ou qui, valide, bien sûr, le dossier. Dans le cas de la non-recevabilité, eh bien, on retourne à la case départ. Il faut de nouveau construire son projet et son dossier. Ensuite, en troisième point, on arrive à un dossier qui est enregistré et budgété. Et dans ce cas, le projet va être analysé, évalué et ça va déboucher sur une décision de la commission paritaire au sein de Transition Pro. Là, il y a 3 possibilités. Soit le dossier a besoin d'un complément, donc il y a une deuxième présentation qui doit être faite à la commission, soit le, mmh, la convention d'engagement est disponible sur l'espace personnel, donc auquel cas on a, effectivement la possibilité de signer une convention, de la faire signer par l'employeur et de la renvoyer. Et pendant la formation, évidemment, il faut faire parvenir des attestations de présence pour bien justifier qu'on assiste à la formation et qu'on est présent évidemment à cette formation. Et ensuite, en dernier lieu, le dossier est clôturé. Si le dossier est refusé, ça c'est la troisième possibilité, il y a un recours qui peut être accordé et auquel cas donc on peut faire une demande de recours. Si le recours est accordé, on retourne sur la convention d'engagement qui est disponible sur l'espace personnel et cetera et après on suit évidemment sa formation. Si si le recours est refusé, il est possible de faire appel à un médiateur de France compétences et là, on bascule de nouveau sur un nouveau dossier et on repart à zéro. Quelles sont les formations possibles? Alors, on va parler de formations certifiantes qui sont éligibles au compte personnel de formation, CPF. Et ces formations certifiantes permettent aux salariés de changer de métier ou de profession. Quelles sont les caractéristiques de ces formations? Déjà, ce sont des formations qui sont inscrites, ce qu'on appelle au RNCP. C'est le répertoire national des... J'ai un trou, je suis désolée. Des, Des certifications professionnelles, déjà. Donc ça, c'est un gage de sérieux, de qualité. Mais, il y a aussi des formations qui sont, soumises à certaines habilitations qui vont constituer un ensemble de compétences nécessaires pour le changement de métier ou de profession. On peut également se diriger vers des blocs de compétences qui vont permettre l'obtention d'un titre professionnel. Quelle est la prise en charge au niveau du la financement? On peut en prendre une partie en charge ou la totalité, c'est-à-dire une toute ou partie des frais de formation et des frais qui sont liés à cette formation sont assurés par Transition Pro. C'est-à-dire les frais pédagogiques de la formation qui sont plafonnés à 27,45 € de l'heure ou 18 000 € hors taxe, le maintien de la rémunération également dans une certaine mesure, c'est-à-dire que pour un salaire inférieur ou égal à 2 fois le SMIC, la rémunération est maintenue à 100%. Pour un salaire supérieur à 2 SMIC, la rémunération est maintenue à 90 pour les formations sur une année ou d'une durée de 1 200 heures pour les formations à temps partiel ou en discontinu. Le montant pris en charge baisse à 60 au-delà de la première année. Transition Pro mobilise automatiquement le compte CPF du salarié et peut bénéficier d'un abondement de l'OPCO et de l'entreprise. L'OPCO, c'est l'opérateur de compétences. Chaque entreprise est associée à un OPCO. Donc retenez-le, Transition Pro, dans le cadre du projet de transition professionnelle, va mobiliser votre compte CPF. Nous avons également le parcours de transition qui est démissionnaire. C'est-à-dire, donc ça regroupe plusieurs projets et il y a aussi des conditions d'éligibilité et des modalités d'accompagnement, ainsi que des conditions de financement des projets de formation. Et également, on va faire un petit focus sur créer ou reprendre une entreprise. Ce dispositif, il intervient lorsqu'on démissionne pour passer sur un autre métier, suivre une formation ou créer son entreprise. Et ce dispositif permet de bénéficier de ses droits à Pôle emploi. Donc, je vous explique comment ça va se passer. Donc déjà, il y a des projets qui peuvent être éligibles à ce dispositif démissionnaire. Ce dispositif, il a été initié par la loi dite Avenir professionnel du 5 septembre 2018. Il permet l'ouverture de l'assurance chômage aux salariés démissionnaires
depuis le 1er novembre 2019. C'est Transition Pro qui est en charge de la vérification des dossiers et de leur soumission devant la commission paritaire interrégionale, qu'on appelle CPIR. L'objectif, c'est un dispositif pour les salariés qui démissionnent, mais qui leur permet heu, qui veulent changer de métier, qui veulent créer une re ou reprendre une entreprise, ça leur permet de concrétiser leur projet, tout en étant indemnisés par Pôle emploi. Ce dispositif, il est mobilisable donc pour 2 types de projets, soit une reconversion professionnelle qui va nécessiter le suivi d'une formation ou la création ou reprise d'entreprise. Attention, on ne démissionne pas avant d'avoir mis en place le conseil en évolution professionnelle, avant d'avoir contacté un conseiller en évolution professionnelle. Je vais expliquer après comment ça se passe au niveau du conseiller en évolution professionnelle de façon générale, mais surtout ne pas démissionner. Le fait d'être suivi par un conseiller en évolution professionnelle est obligatoire dans le cadre de ce dispositif. Donc, comment ça se passe? Quelles sont les conditions d'éligibilité? C'est tout un processus, un enchaînement d'actions qui sont à réaliser dans l'ordre et dans un certain délai avant de démissionner. Déjà, au départ, il faut être en CDI, à temps complet ou à temps partiel, avoir le statut de salarié, bien sûr, travailler 1 300 jours en continu au cours des 60 derniers mois, soit 5 ans consécutifs chez un ou plusieurs employeurs, sans interruption. Et évidemment, présenter un projet de reconversion professionnelle bien préparé et reconnu, qui soit réaliste, réalisable, voilà, qui soit vraiment possible à mettre en place. Et c'est en ça que votre conseiller en évolution professionnelle peut vous accompagner au plus près. Quels sont les acteurs mobilisés sur ce dispositif démissionnaire? Déjà, il y a l'opérateur du conseil en évolution professionnelle. Son rôle, c'est d'accompagner toutes les personnes qui veulent recourir à ce dispositif en vérifiant d'abord l'éligibilité. Donc, ça veut dire qu'on va, nous, au sein du conseil en évolution professionnelle, contrôler votre éligibilité à ce dispositif, l'élaboration et la validation de votre projet, le financement de ce projet, et on va vous accompagner aussi, s'il le faut, sur la recherche d'organismes de formation et des sessions disponibles pour pouvoir mettre en place votre projet. Donc ça, c'est pour la formation. Si vous avez besoin de faire une formation pour partir sur un nouveau métier et donc mettre en place votre démission. Pour ce qui concerne la création ou la reprise d'entreprise, on va travailler sur votre projet de création ou de reprise, bien sûr, avec différents partenaires, experts comptables, boutiques de gestion, les chambres consulaires, le pass création, BPI, tous ces partenaires-là, et aussi réaliser avec vous un plan de financement sur 3 ans, c'est-à-dire une étude de marché. Se rapprocher également d'organismes bancaires selon le montant des investissements, mais aussi le besoin en fonds de roulement. Donc, toutes ces étapes. Et tout ça pour élaborer une attestation qui va faire partie de votre dossier à remettre à Transition Pro pour passer devant la commission de validation. Donc, pour créer ou reprendre une entreprise, la Transition Pro intervient, examine et vérifie le caractère réel, sérieux du projet avant d'émettre un avis. Ils prennent en compte les critères suivants. Déjà, le projet professionnel. Est-ce que c'est un projet qui est viable? Comment est-ce qu'il s'inscrit aujourd'hui dans le marché du travail? Voilà, tout est pris en compte. Également, les caractéristiques du métier souhaité. Si la formation et les modalités de financement ont bien été balayées, si tout est clair, si c'est tout, voilà, si tout est vraiment réalisable. Et puis aussi et surtout, les perspectives d'emploi à l'issue de la formation selon le baromètre des métiers en tension. Alors, le baromètre des métiers en tension, c'est également en lien avec la liste des métiers porteurs. Pour chaque région, si vous regardez sur Internet, vous pouvez le trouver aussi sur le site de Transition Pro, vous allez avoir une liste de métiers en tension, c'est-à-dire des métiers sur lesquels il est difficile de recruter, les entreprises ont du mal à recruter. Donc si votre projet s'inscrit clairement dans un de ces métiers, c'est, un projet qui est totalement viable. En troisième lieu, il y a Pôle emploi qui va définir l'allocation chômage, bien sûr, et qui va verser les indemnités correspondantes après vérification de l'éligibilité du bénéficiaire. Voilà, donc c'est vraiment plusieurs acteurs qui travaillent ensemble, qui vous accompagnent dans la création de ce projet et surtout dans le cadre du dispositif démissionnaire.
On a également le congé de transition professionnelle, le CTP. Donc là, on va parler d'autres financements, des modalités de financement et également faire un petit focus sur Vivea, le fonds pour la formation des entrepreneurs du vivant. Donc, le congé de transition professionnelle, il permet aux salariés de financer une formation qualifiante pour soit évoluer dans sa carrière, soit changer de métier. C'est un vrai soutien pour celles et ceux qui veulent réaliser une reconversion. Les formations éligibles au CPF sont également éligibles au CTP, donc au congé de transition professionnelle, ainsi que le bilan de compétences, la validation des acquis de l'expérience et les formations dans le cadre de la création ou de la reprise d'une entreprise. Il y a d'autres financements. Donc, les fonds d'assurance formation, FAF, qui s'adressent aux chefs d'entreprise, aux auto-entrepreneurs, aux commerçants, artisans et autres professionnels libéraux. Leur compte personnel de formation est désormais accessible. Il est possible de faire simplement les demandes de formation sur le site Mon compte formation, comme les salariés finalement. En pratique, l'alimentation de votre CPF a dû commencer en 2020, suivant les informations transmises par votre fonds d'assurance formation. Ce fonds d'assurance formation prend toujours activement part au financement de votre formation. Ça veut dire que vous pourrez y faire appel si votre CPF ne couvre pas tous vos frais pédagogiques, par exemple. On a également l'AGFIS, l'Association de gestion et du financement de la formation des chefs d'entreprise. Ça s'adresse uniquement aux dirigeants et à leurs conjoints collaborateurs des entreprises industrielles, commerciales et de services immatriculés au registre du commerce et des sociétés. Le fonds d'assurance formation des chefs d'entreprise artisanales concerne les entreprises artisanales immatriculées au répertoire des métiers. Sollicitez un financement dans les 3 mois précédant votre formation. C'est indispensable. Au titre de dirigeant non salarié ou de conjoint collaborateur ou conjoint associé ou d'auxiliaire familial. Le FAFPM, Fonds d'assurance formation de la profession médicale. En tant que médecin libéral, ou conjoint collaborateur, c'est au FAFPM qu'il faut s'adresser. On peut faire une demande au plus tard dans les 30 jours qui suivent l'entrée en formation. Le Fonds interprofessionnel de formation des professionnels libéraux concerne tous les professionnels libéraux qui ne sont pas inscrits au répertoire des métiers, sauf les médecins. Et là, la demande doit être faite dans les 10 jours qui suivent l'entrée en formation, en tant que dirigeant non salarié ou encore conjoint collaborateur. Alors, on a également l'AFDAS, qui est un fonds d'assurance formation des secteurs de la culture et de la communication et des loisirs. L'AFDAS, il finance les formations des artistes-auteurs qui sont affiliés à la Maison des artistes ou à l'AGSA. Les écrivains, les scénaristes audiovisuels, les chorégraphes, les metteurs en scène, les photographes. La plupart du temps, c'est tout ce qui va concerner l'événementiel. La demande de financement doit parvenir dans les 3 semaines qui précèdent la formation. Dans un autre secteur, on a le service pêche, culture marine et coopération maritime d'Ocapia. Donc depuis le 20 décembre 2019, c'est l'OPCO, opérateur de compétences Ocapia, qui gère le FAF des conchiliculteurs et autres chefs d'entreprise de culture marine qui comptent moins de 11 salariés. Ocapia a absorbé l'ancienne section professionnelle pêche-culture. Vivea, c'est le fonds pour la formation des entrepreneurs du vivant. Il concerne les exploitations et entreprises agricoles, les entreprises de travaux agricoles, les entreprises de travaux forestiers, sauf les exploitants négociants en bois, les entreprises du secteur du cheval, à quelques exceptions près. Par exemple, le domaine du spectacle équestre est exclu. Il est plutôt rattaché à l'AFDAS. Vous pouvez demander le financement de la formation en tant que dirigeant non salarié, conjoint collaborateur, aide familiale, cotisant salarié. Il faut déposer votre demande avant le dernier jeudi de chaque mois et Vivea la traitera ainsi dans un délai de 3 semaines. Alors, on a également le plan de développement des compétences. On va voir quels types de formations sont concernés, quels sont les objectifs des actions de formation et qui peut en bénéficier, qui peut bénéficier de ce dispositif.
Ce plan de développement des compétences, il est créé par la loi Avenir professionnel du 5 septembre 2018 et il succède à l'ancien plan de formation. Qu'est-ce que c'est? C'est un outil de pilotage de la formation professionnelle de l'entreprise, c'est-à-dire l'ensemble des actions et des mesures de formation qui visent à soutenir l'activité, accompagner des projets de développement, des orientations stratégiques. On a deux actions, les actions obligatoires et les actions non obligatoires. Les actions de formation peuvent se dérouler en totalité ou en partie à distance, en présentiel, ainsi qu'en situation de travail, sur le temps de travail et hors du temps de travail. Quel type de formation? Le plan peut inclure d'autres types d'actions de professionnalisation, de tutorat, de mise en situation, de parrainage, susceptibles de définir une stratégie d'entreprise en matière de développement des compétences de ses salariés. Les actions de formation se font souvent par apprentissage. Ça permet aux apprentis d'obtenir une qualification professionnelle qui va être sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle enregistré au RNCP. Les actions qui vont faire et permettre de faire valider les acquis de l'expérience via la VAE et de lutter contre l'illettrisme, mais aussi les bilans de compétences. Objectif des actions de formation. Pourquoi faire des actions de formation dans ce cadre-là? C'est pour permettre à toute personne sans qualification professionnelle ou sans contrat de travail d'accéder dans les meilleures conditions à un emploi. C'est aussi pour favoriser l'adaptation des travailleurs à leur poste de travail, à l'évolution des emplois, ainsi que leur maintien dans l'emploi, et participer au développement de leurs compétences, en lien ou non avec leur poste de travail, et leur permettre ainsi évidemment d'acquérir une qualification plus élevée. Ça permet de réduire aussi, pour les salariés dont l'emploi est menacé, les risques résultant d'une qualification inadaptée à l'évolution des techniques et des structures des entreprises, pour les préparer par exemple à une mutation d'activité, soit dans le cadre de l'entreprise, soit en dehors. Ça permet également à des salariés dont le contrat de travail est rompu d'accéder à des emplois qui exigent une qualification différente ou à des non-salariés d'accéder à de nouvelles activités professionnelles. Tout ça, ça permet aussi de favoriser la mobilité professionnelle. Qui peut en bénéficier? Tous les salariés de l'entreprise, quelle que soit la taille de l'entreprise, avec l'accord du CSE pour les entreprises de plus de 50 salariés, et quelle que soit la forme de leur contrat de travail, CDI, CDD, intérimaire, et y compris les salariés en contrat d'apprentissage ou en contrat de professionnalisation, à partir du moment où l'objectif est distinct de celui visé par la formation prévue au contrat. On a également la promotion par l'alternance, ce qu'on appelle la PROA. Donc, on va voir à qui elle s'adresse, comment se déroule le parcours PROA, quel est l'impact sur le contrat de travail du salarié et quelle est la prise en charge de la reconversion ou de la promotion par alternance. Mais aussi, comment est-ce qu'on peut faire une demande de reconversion ou de promotion par alternance. Et enfin, qu'est-ce que l'aide individuelle à la formation, qu'on appelle AIF, et qui peut en bénéficier? Qu'est-ce que la promotion par alternance, qu'on appelle communément PROA? Elle se réfère également à la loi du 5 septembre 2018. C'est un dispositif qui permet de redynamiser les modalités de formation ouvertes aux salariés, la reconversion ou la promo par alternance, la PROA. Elle s'organise dans le cadre du plan de relance de l'activité. Le gouvernement renforce les crédits qui vont permettre de financer la mobilisation de ce dispositif de reconversion ou de promotion par alternance. Elle s'inscrit en complément du plan de développement des compétences de l'entreprise et du compte personnel de formation. Elle est mise en œuvre à l'initiative du salarié ou de l'entreprise et peut être mobilisée dans une optique d'évolution, de promotion professionnelle ou de reconversion. Pour le salarié, la PROA permet à ceux dont la qualification est insuffisante au regard de l'évolution des technologies ou de l'organisation du travail de favoriser leur évolution ou leur promotion professionnelle et leur maintien dans l'emploi. Pour l'employeur, elle permet de prévenir les conséquences dues aux mutations technologiques et économiques. Ça permet aussi parfois d'anticiper les évolutions de poste. Ça permet aussi l'accès à la qualification quand l'activité est conditionnée par l'obtention d'une certification accessible uniquement en emploi via la formation continue. À qui ça s'adresse? Ce dispositif PROA, il s'adresse aux salariés en contrat de durée indéterminée, CDI, aux
salariés bénéficiaires d'un contrat unique d'insertion, aux salariés sportifs ou entraîneurs professionnels en contrat de travail à durée déterminée, CDD, ou encore aux salariés placés en activité partielle. La condition d'accès principale est de ne pas avoir atteint un niveau de qualification correspondant au grade de la licence. La liste des certifications professionnelles éligibles à la PROA est définie au sein d'un accord collectif de branche étendu. L'extension des accords est obligatoire pour la mise en œuvre de la PROA et subordonnée au respect des critères de forte mutation de l'activité et du risque d'obsolescence des compétences. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à la mutation de poste de travail. Comment se déroule le parcours? La formation, organisée au titre justement de la PROA, repose sur des actions de formation ou des actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience qui sont délivrés par un organisme de formation. C'est une formation théorique, mais aussi, à côté de cela, des activités professionnelles en entreprise, en lien avec la formation suivie, ce qu'on appelle la formation pratique. Le dispositif PROA s'étend sur une durée comprise entre 6 et 12 mois. Comment se déroule le parcours donc, du salarié qui entre dans ce dispositif? Les actions de formation ou les actions qui vont permettre de faire valider les acquis de l'expérience peuvent se dérouler pendant le temps de travail, en partie, avec maintien de la rémunération, en dehors du temps de travail, avec l'accord écrit du salarié et sans dépasser une limite fixée par accord collectif d'entreprise ou de branche, ou à défaut d'un tel accord, sans dépasser 30 heures par salarié et par an. Les actions de formation sont d'une durée comprise entre 15 et 25 de la durée totale de la proie, ne doivent pas être inférieures à 150 heures, peuvent être portées au-delà de 25 pour certaines catégories de bénéficiaires, et ces catégories sont définies par votre branche professionnelle. Quel est l'impact sur le contrat de travail du salarié? Évidemment, il faut faire un avenant au contrat de travail qui va préciser la durée, l'objet de l'action de formation envisagée. Cet avenant est obligatoire. Il doit être déposé auprès de l'OPCO, donc de l'opérateur de compétences, auquel est rattachée l'entreprise. Pendant la formation, le salarié bénéficie de la protection sociale en matière d'accident du travail et de maladies professionnelles. Lorsque la formation se déroule pendant le temps de travail, il y a effectivement maintien de la rémunération. Quelle est la prise en charge de la reconversion ou de la promotion par alternance? C'est l'OPCO dont dépend votre entreprise qui prend en charge toute ou partie des frais pédagogiques ainsi que les frais de transport et d'hébergement que le salarié a pu exposer au titre de la PROA. Cette prise en charge correspond à un montant forfaitaire et s'effectue au niveau fixé par la branche professionnelle. Le montant de prise en charge par l'opérateur de compétences peut intégrer, si l'accord de branche le prévoit, la rémunération et les charges sociales légales et conventionnelles des salariés, et ce, dans la limite du SMIC horaire. Comment on fait une demande de reconversion ou de promotion par alternance? Ce projet est en co-construction entre l'entreprise et son salarié. Lorsque la demande de reconversion ou promotion par l'alternance est à l'initiative des salariés, vous devez vous rapprocher de votre employeur pour discuter avec lui de la possibilité d'engager une telle démarche. On va maintenant aborder l'aide individuelle à la formation, AIF. L'aide individuelle à la formation est une aide financière qui prend en charge les coûts pédagogiques de la formation, c'est-à-dire le coût de celle-ci. Sa durée doit être comprise entre 1 et 3 ans maximum. Il est également possible de suivre une formation à distance ou une formation ouverte. Cette aide, elle peut être demandée selon deux cas. La totalité des frais pédagogiques de la formation ne sont pas pris en charge. Aucun financement ne peut prendre en charge les frais pédagogiques de la formation. Dans ces cas, une demande d'AIF, donc d'aide individuelle à la formation, peut être faite soit pour financer le reste à charge, soit financer la totalité de la formation, à condition que la formation soit cohérente, évidemment, avec le projet personnalisé d'accès à l'emploi. Qui peut bénéficier de l'aide individuelle à la formation?
Ça s'adresse aux demandeurs d'emploi, puisqu'on parlait tout à l'heure de projets d'accès à l'emploi. Donc aux demandeurs d'emploi qui est inscrit à Pôle emploi, qu'ils soient indemnisés ou non. Ça, c'est important de le retenir, c'est que, qu'il y ait une indemnité de Pôle emploi ou pas, on peut bénéficier de l'aide individuelle à la formation. Ça s'adresse aussi aux personnes en accompagnement de en contrat de reclassement professionnel ou en contrat de transition professionnelle ou également en contrat de sécurisation professionnelle, CSP. Un autre dispositif, c'est le FNE Formation, le Fonds national emploi formation. C'est un dispositif qui est dédié aux salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée. Donc ce dispositif, il a particulièrement été mis en place dans les derniers mois suite à la crise sanitaire liée au Covid. Quelles sont les entreprises éligibles? Toutes les entreprises sont éligibles, y compris les associations. Les entreprises en cas de plan social, en sont exclues. Les entreprises en difficulté, en activité partielle de longue durée, dont l'accord est validé, c'est tout à fait possible. Comment? Donc pour ça, il faut contacter l'opérateur de compétences pour préparer la demande, pour constituer un dossier qui va présenter l'action destinée aux salariés, avec un intitulé, un objectif, une durée, une période de réalisation, des modalités de déroulement et le coût. Quel type d'action ça peut recouvrir? Ça peut recouvrir des parcours de formation avec le développement des compétences, l'employabilité, tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, mais également le bilan de compétences et la validation des acquis de l'expérience. La durée maximale est de 12 mois et la formation se déroule sur le temps de travail. Quelle est la prise en charge? La prise en charge se fait par l'État d'une partie des coûts pédagogiques. L'État prend en charge une partie des coûts pédagogiques du projet de formation. Et pour les entreprises en difficulté Covid, on mobilise les opérateurs de compétences au titre de plans de développement des entreprises, notamment pour les moins de 50 salariés, avec une prise en charge totale ou en partie des salaires. Et également pour les formations en interne, on peut prendre en charge le salaire du formateur. Le montant de l'aide est variable en fonction de la taille et de la situation de l'entreprise. Donc dans le cas de, par exemple, du travail de l'activité partielle, des activités partielles de longue durée, des entreprises en difficulté, ça peut aller de 40 à 100 au niveau de la prise en charge. À présent, je vais vous parler un petit peu plus en détail du conseil en évolution professionnelle. Le conseil en évolution professionnelle, il peut intervenir pour vous conseiller au niveau de tous les dispositifs qu'on a pu balayer précédemment. Qu'est-ce que c'est? C'est un processus d'appui à tous les salariés et indépendants qui veulent faire le point sur leur situation professionnelle et, le cas échéant, élaborer, formaliser, mettre en œuvre une stratégie qui va viser l'évolution professionnelle, le changement ou une mise au point. Alors, il y a plusieurs choses à retenir par rapport au conseil en évolution professionnelle. C'est que déjà, c'est un service qui est gratuit. Ça veut dire que si vous décidez d'intégrer le conseil en évolution professionnelle, ça n'entre pas, par exemple, dans votre compte personnel de formation. On ne vous demande pas de financer le conseil en évolution professionnelle, c'est totalement gratuit. C'est un service gratuit. C'est également confidentiel. Ça veut dire que vous avez un conseiller qui vous accompagne dans vos démarches, dans votre réflexion également, et tout ce qui se passe entre votre conseiller et vous est totalement confidentiel. Le conseil en évolution professionnelle, c'est également neutre, un devoir de neutralité. Ça veut dire que, on est vraiment, heu, on va pas juger votre projet. On va vous conseiller pour la mise en place de votre projet. On ne va pas vous conseiller un centre de formation plutôt qu'un autre. On va vous accompagner vers les différents centres de formation et vers les différentes structures. C'est aussi un dispositif qui est accessible. Ça veut dire qu'il y a plusieurs agences dans chaque région. Vous pouvez prendre rendez-vous directement sur le site www.mon-cep.org, prendre un rendez-vous qui soit à proximité de votre domicile ou de votre lieu de travail, donc facilement accessible pour tous les salariés. Et surtout, c'est un dispositif qui est impartial. Il n'y a aucun jugement dans dans le suivi de votre projet. À qui ça s'adresse?
Donc ce dispositif, il s'adresse aux salariés du secteur privé, quel que soit leur statut et leur temps de travail. Donc là, ça va plutôt être pour les, salariés indépendants. Donc là, on va être sur vous allez être suivi soit par le groupement Évolution, soit par le réseau EVA, soit par BGE, Axis, Antea ou, mon CEP en fonction de votre lieu d'habitation. Donc ça, c'est pour les salariés indépendants, pardon. Pour les travailleurs indépendants, également tous ceux qui ne sont pas accompagnés par un autre opérateur, mais ça s'adresse à toutes les personnes qui vont, vouloir conserver leur opérateur régional lorsqu'ils changent de statut en cours d'accompagnement. De façon générale, ce que vous pouvez retenir, c'est que si, vous êtes cadre, c'est l'APEC qui va vous accompagner. Si vous êtes demandeur d'emploi, c'est le Pôle emploi qui, met en place pour vous le conseil en évolution professionnelle. Si vous avez moins de 26 ans, c'est la mission locale qui va vous accompagner dans le cadre de votre, projet, de la mise en place de votre projet. Et si vous êtes en situation de handicap, c'est le Cap emploi. Et évidemment, comme je le disais tout à l'heure, parce que je pense que c'était pas très, très clair, pour les salariés indépendants, donc les salariés non cadres, c'est le groupement Évolution, le réseau EVA, BGE, Axis, mon CP et également Antea en fonction de la région dans laquelle vous vous trouvez. Le conseil en évolution professionnelle, c'est un service en 3 niveaux. D'abord, donc il y a un premier, je dirais un premier échange, qu'on appelle nous le niveau zéro, qui correspond à l'aiguillage. C'est-à-dire qu'on va vous présenter le conseil en évolution professionnelle et vérifier votre éligibilité pour accéder à ce service. En niveau 1, on fait ce qu'on appelle un état des lieux, un point sur votre situation, la clarification de vos besoins. En second niveau, on ébauche avec vous votre projet professionnel. On échange par rapport à ça et on va appuyer la formalisation de votre projet et la mise en place d'un plan d'action. Et ensuite, on va également, en dernier point, le dernier, c'est mettre en place, vraiment la mise en œuvre de votre projet, la gestion des différents aléas pour voilà, que votre projet aboutisse. Donc tout ça, c'est vraiment une analyse partagée de la situation qui permet de faire un point sur votre situation personnelle et de choisir évidemment de vous aiguiller en fonction des services qui vous seront utiles. Le conseil en évolution professionnelle, c'est vraiment un temps pour soi, je dirais pour chaque salarié, c'est, quand il souhaite faire un point sur sa situation, professionnelle, que ça soit pour changer de métier, pour, par exemple, préparer un entretien, au sein de son entreprise, pour, créer ou reprendre une entreprise, voilà, ou parce que tout simplement le salarié se pose des questions. C'est vraiment un guide, je dirais, voilà, un guide et aussi un support quelque part administratif pour que vous ayez toutes les bonnes informations pour mener à bien votre projet. Que vous ne soyez pas tout seul pour, voilà, avoir tous les conseils finalement par rapport à tous les dispositifs que j'ai pu évoquer avec vous et qui, comme vous l'avez vu, j'imagine, sont très nombreux et voilà. Donc avec le conseiller en évolution professionnelle, vous allez pouvoir déterminer ensemble ce qui peut le mieux répondre à votre demande et à votre projet, votre situation. Donc il n'y a rien de plus facile si, effectivement cette démarche vous intéresse, pour prendre rendez-vous via le site internet www.mon-cep.org. C'est très facile en fonction de votre région, il y a une géolocalisation qui se met en place et vous pouvez avoir un premier rendez-vous très rapidement. Je vais juste ajouter une petite chose par rapport au conseil en évolution professionnelle, c'est que ce service gratuit, les salariés peuvent y avoir accès plusieurs fois au cours de leur vie professionnelle. Vous pouvez avoir à 30 ans besoin de faire un point sur vos souhaits, mais vous pouvez de nouveau en avoir besoin à 45 ans. Ce n'est pas, limité à une fois, une utilisation par salarié. Je vous remercie pour votre écoute. Je vais, maintenant, prendre un petit peu vos questions pendant le quart d'heure qui nous reste. J'espère que je ne suis pas allée trop vite. Je remercie la personne qui m'a demandé de ralentir. Voilà, donc je merci beaucoup parce que c'est vrai que quand on parle, on ne se rend pas toujours compte de la vitesse à laquelle on va et je sais que une thématique, se former, qui est très, très dense et qui effectivement balaye beaucoup de dispositifs. Donc je vais prendre quelques,
quelques questions dans le chat. Alors, est-ce que les fonctionnaires peuvent bénéficier du PTP? Demande Aurélia. Eh bien, aujourd'hui, malheureusement, pas encore. Sauf si, enfin, si vous êtes fonctionnaire, j'imagine que vous avez un contrat de travail de l'ordre du public. Si vous travaillez dans la fonction publique, pardon, si vous travaillez dans la fonction publique en étant, sous contrat de droit privé, vous pouvez le faire. Mais autrement, je vous invite à contacter votre service RH, tout ce qu'il peut y avoir au niveau de la fonction publique pour voir si effectivement vous souhaitez, évoluer dans votre structure. Mais malheureusement, ce n'est pas encore le cas. Alors Cécile demande vous demandez: «Votre entreprise a bloqué une partie de votre CPS pour une formation qui finalement ne sera jamais finie suite à la Covid et à la liquidation judiciaire de ma société par une autre qui n'a pas la même vision de formation. J'ai fait un module sur 8 et personne n'entend ma demande. Comment faire?» Est-ce que vous avez contacté directement le CPF et après par ricochet la Caisse des dépôts qui s'occupe justement de tout cela? Peut-être que, il faire un courrier, Cécile, voir, effectivement sur le site internet si, vous pouvez contacter, le, l le b le bon dispositif, en fait, la bonne structure pour avoir une réponse. Alors, Natacha demande: «Pendant la formation, que se passe-t-il si nous avons des soucis de santé et on ne peut pas assister à la formation? Quelles sont les modalités?» Alors là, dans ce cas-là, Natacha, j'imagine que vous êtes en arrêt de travail et auquel cas la formation est mise entre parenthèses. Je vous invite effectivement à, contacter votre centre de formation et votre entreprise si jamais ça vous arrive. Je ne vais malheureusement pas pouvoir vous donner une autre réponse, mais effectivement, il faut voir au cas par cas, je pense, par rapport au centre de formation, si, s'ils acceptent un report de la formation, si votre dossier peut être reporté, si effectivement vous êtes embêté au niveau santé. Françoise, vous avez eu un accident de trajet en mai 2019, en accident de travail jusqu'au 17 janvier 2021, puis en maladie à partir du 18 janvier et rupture conventionnelle en juin. Comment bénéficier des 7 500 € pour une formation de reclassement? Il faut contacter effectivement le dispositif concerné, Françoise, peut-être, se rapprocher également de votre ancien employeur pour que tout ceci soit mis en place. Alors Natacha, pouvez-vous détailler pour le cas du dispositif démissionnaire pour se mettre en auto-entrepreneur et avoir une agence qui va nous intégrer? Alors, eh bien, il faut vraiment, vous rapprocher du conseil en évolution professionnelle, Natacha, pour qu'on puisse répondre en particulier, et personnellement à votre demande et à votre projet. Parce que là, je peux pas vous faire une réponse, très très détaillée. Donc je pense que le mieux, c'est effectivement de contacter le CEP et de prendre un rendez-vous, sachant que ce dispositif est obligatoire dans le cadre du démissionnaire, du dispositif démissionnaire. Il faut forcément être suivi par un CEP, par un conseiller en évolution professionnelle. Alors Caroline, si le projet ne s'inscrit pas dans la liste des métiers en tension, peut-on présenter un projet quand même? Oui, Caroline. Parce que, peut-être que votre projet, sera suffisamment, abouti et je ne sais pas, vous pouvez avoir une promesse d'embauche, vous pouvez avoir un réseau, vous voilà, il faut le tenter Caroline. Mais ça, c'est pareil, c'est à discuter avec votre conseiller en évolution professionnelle. Christelle, une nouvelle formation unique en France, habilitée par ministère, mais encore non certifiée par France Compétences, peut-elle bénéficier d'une dérogation pour un PTP? Là, Christelle, c'est pareil. Je vais vous dire de contacter le conseiller en évolution professionnelle pour avoir une réponse bien précise hein, qui vous concerne vous directement, pour qu'on ait toutes les billes par rapport à votre projet. Il faut un certain temps, sachez-le, pour obtenir une certification. Ça prend un peu de temps. Il doit y avoir, je crois, 3 cohortes, donc
3 formations qui étaient, complètement réalisées, pour pouvoir obtenir, la certification. Donc ça peut prendre un petit peu de temps. S'il y a une formation par an, ça fait 3 ans. Donc après c'est rétroactif sur les, 2 dernières années, mais moi je vous invite vraiment à prendre rendez-vous avec un conseiller pour que vous puissiez avoir une réponse bien précise en fonction de votre cas. Anne, est-ce possible de recevoir les supports dès que possible à la suite du webinaire? La présentation étant rapide, beaucoup d'informations communiquées dans un temps très court. Oui, je sais, c'est un webinaire très, très dense, très riche, Annie. Alors, non, vous n'aurez pas le support, mais par contre, vous pourrez le regarder en replay. Je pense que ça sera disponible à partir de la semaine prochaine. Donc, vous pouvez le revoir et prendre le temps qu'il vous faut pour noter toutes les informations ou tous les noms, tous les acronymes, bien sûr, qui peuvent vous intéresser, concerner. Natacha demande, est-ce l'employeur qui paye le salaire ou l'OPCO si la formation est pendant le travail? Ça dépend du dispositif, Natacha. Donc, pareil, je vous dirais de vous rapprocher d'un conseiller en évolution professionnelle pour voir en fonction, vous, votre projet, ce qui vous concerne. Donc, il faut voir en fonction du dispositif que vous allez intégrer. Alors, Patricia, l'aide individuelle à la formation est accessible pour les demandeurs d'emploi. Est-ce toujours le cas s'ils ont aussi créé leur micro-entreprise? Il me semble qu'un indépendant ne peut en bénéficier, même s'il perçoit des indemnités de Pôle emploi. Alors ça, c'est une bonne question. Si vous voulez, je vais chercher rapidement l'information et puis, je vous la remettrai, dans le chat. Hem, pour moi, c'est toujours le cas, puisque vous êtes un travailleur indépendant, donc peut-être qu'il y a une petite parenthèse, hein, pendant les indemnités Pôle emploi, mais là, c'est pareil, je vous inviterai vraiment à vous rapprocher des dispositifs concernés pour avoir la bonne réponse. Alors, en synthèse, Patricia, si j'ai bien compris, le demandeur d'emploi qui est aussi indépendant peut potentiellement ne prétendre qu'au financement suivant: CPF, FAF, pour les professions libérales. C'est à peu près ça, Patricia. Vanessa, est-ce obligatoirement l'APEC qui fait office de CEP pour les cadres? Oui, c'est comme ça, Vanessa, c'est l'APEC qui effectivement accompagne dans le cadre du conseil en évolution professionnelle les cadres. Aurélia, est-ce que les conseillers en évolution professionnelle peuvent conseiller les salariés de la fonction publique, notamment quand on envisage pardon, la reprise ou la création d'une entreprise? Hem, malheureusement, je ne pense pas, Aurélia, parce que vous êtes sous, contrat, de la fonction publique. Donc, il faut effectivement, voir, peut-être avec un conseiller Pôle emploi et encore, je pense que c'est plutôt votre organisme en interne qui peut vous accompagner. Après ce que vous pouvez faire également, Aurélia, c'est vous rapprocher des chambres de commerce qui, ou des boutiques de gestion qui proposent des accompagnements, des conseils par rapport à la création d'entreprises et qu'on soit salarié de la fonction publique ou salarié, du domaine privé, du secteur privé. Alors, quand on est cadre avec une RQTH, vers qui se tourner? Alors Laurence, ça dépend. C'est un petit peu votre choix. Moi, je vous dirais dans un premier temps de contacter l'APEC pour le conseiller en évolution professionnelle, puisque vous êtes cadre. Après, à voir avec votre conseiller APEC, dans quelle mesure est-ce que votre handicap doit être pris en considération pour votre nouvel objectif professionnel? Donc, à voir en fonction. Moi, je commencerai par l'APEC. Mais après, c'est aussi, disons que cadre enfin, oui, Cap emploi va intervenir, heu, par rapport à votre handicap, en fonction de l'impact que peut avoir votre handicap dans votre nouveau projet. Mais vous pouvez d'abord voir avec l'APEC.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, je vois dans le chat que Gaël dit que c'est dommage que les grandes entreprises ne communiquent pas sur ces dispositifs. Ça va venir, Gaël, ça fait partie des choses qui vont effectivement être mises en place et vous pouvez également contacter votre service ressources humaines pour avoir des informations. D'autre part, ce que je n'ai peut-être pas précisé, c'est par rapport au conseil en évolution professionnelle, c'est que c'est vous qui êtes acteur de cette démarche, vous salariés, et vous n'avez pas d'obligation de prévenir votre entreprise, votre employeur ou votre responsable direct ou le service des ressources humaines de votre structure. C'est, votre projet. Dans le cadre de la PROA, l'OPCO rémunère le salaire pendant le temps de travail. Oui, Natacha, c'est ça. Laurence demande: «Quand on habite dans un département et que l'on travaille dans un autre, qui a la priorité pour le conseil?» Alors, pour le conseil en évolution professionnelle, c'est à vous de déterminer ce qui va être le plus pratique pour vous. Vous pouvez avoir une agence qui soit à proximité de votre lieu de travail ou, une autre qui soit à proximité de votre domicile. À vous de voir ce qui, va être le plus pratique pour vous et le plus facile pour vos rendez-vous, en fait. Les rendez-vous, ils peuvent se faire en distanciel, ils peuvent se faire en présentiel, il y a des rendez-vous téléphoniques, donc vraiment, c'est à vous de voir. Quelle est la différence avec un bilan de compétences? Alors, le conseil en évolution professionnelle peut vous accompagner sur un bilan de compétences, mais il ne va pas faire un bilan de compétences. On fait un point avec vous, mais on n'a pas légitimité pour faire un bilan de compétences. Donc, on va vous conseiller de faire un bilan de compétences. Si on voit qu'effectivement, vous vous posez beaucoup de questions, on va vous aiguiller vers le bilan de compétences. Et puis, on va mettre entre parenthèses, je dirais, le conseil en évolution professionnelle pendant ce temps, pendant cette période du bilan de compétences. Et puis après, vous reprenez votre conseil en évolution professionnelle en tenant compte de ce qui a été décidé pendant votre bilan. Est-ce qu'il y a une autre question? Il n'y a pas de souci, Natacha. Très bien. Bah, écoutez, j'espère avoir été claire. Voilà, n'hésitez pas à revoir les webinaires, quand ils seront diffusés sur la chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous reconnecter, à prendre le temps, de réfléchir. Mais vous pouvez évidemment, avant d'avoir revu les webinaires, prendre un rendez-vous pour avoir un premier niveau d'information sur le conseil en évolution professionnelle et pouvoir mettre en place votre nouveau projet. L'objectif, c'est effectivement de vous accompagner en ce sens. Merci beaucoup à tous. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Au revoir.